Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast, pas vraiment hebdomadaire en ce moment mais assez régulier on dira, Warzone le podcast. Bien content de vous retrouver après quelques semaines on va dire de pause en termes de podcast. Je viens de sortir une vidéo d'ailleurs sur le Homra sur YouTube. Je vous invite pour les curieux et les curieuses d'aller regarder cette vidéo. C'est la suite d'une série de vidéos que j'avais commencé en 2022 sur le Japon, notamment le baseball au Japon, en retraçant à la fois l'histoire en fait de ce sport au Japon et puis l'histoire un peu plus japonaise associée en fait à l'époque où le sport est arrivé là-bas jusqu'à notre époque à nous. Donc là, la troisième vidéo se consacre principalement au tournoi Koshien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tournoi Koshien, c'est le plus gros événement, on va dire, baseball au Japon. Ça, quelque part, ça presque éclipse pendant le temps où ça se déroule, hein, notamment sur sa partie de tournoi d'été. Ça éclipse quasiment la NPB. L'équipe qui joue dans le stade où se déroule en fait ce tournoi Koshien, donc les Hanshin Tigers qui jouent en Central League, hein, en NPB, se retrouvent quelque part comme malvenus, hein, dans ce stade, puisque on a 49 lycées qui se sont d'abord battus pour pouvoir représenter leur préfecture, qui se retrouvent là-bas dans un tournoi assez excellent. Il vient de se terminer d'ailleurs il n'y a pas longtemps, hein, le tournoi, avec la victoire de Keio après, je pense que c'était 107 ans. 107 ans après leur premier titre, hein. Donc voilà, une belle histoire. Je parle de ce lycée notamment, je parle de beaucoup d'autres choses dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Encore une fois, c'est sur YouTube. Et voilà, le petit instant promo est terminé. On va se lancer, mais juste avant, comme d'habitude, hein, deuxième promo du coup. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les applications, enfin les plateformes, hein, d'écoute, ainsi que sur YouTube. Et voilà, on peut y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, premier sujet, et pour le coup, c'est pas un sujet collège baseball. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé en termes de baseball en août. Donc, une nouvelle fois, je rappelle qu'au niveau japonais, donc le Koshien s'est terminé avec la victoire de Keio. Keio qui est à la fois un lycée et une université réputée, reconnue pour certains aspects historiques, que je vous invite à aller voir notamment sur la vidéo que j'ai fait. Oui, j'abuse avec le marketing. Mais quittons un peu, on va dire, le Japon et l'aspect Koshien et reparlons un peu des Little League. Vous savez, je vous en ai parlé très rapidement en fin de podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Les Little League, c'est un événement au final mondial qui regroupe des jeunes, hein, de très très jeunes à quasiment jeunes adultes. Et son tournoi principal, qui est donc le tournoi des jeunes qui ont entre, je pense, 10 et 13 ans ou 10 et 12 ans de mémoire, hein, s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, avec du très très beau baseball, différents baseballs, hein, venant de différentes régions donc du monde, et avec une victoire de California qui est du coup le recordman de victoire en termes de régions victorieuses, hein, au niveau des Little League. Je vais le développer un peu plus dans quelques secondes. Donc on avait d'abord vu en fait, hein, les qualifications des différentes équipes par région. Par exemple, on a vu le Japon, on a vu qui d'autre, alors Taïwan, on a vu Curaçao on va en reparler. On a vu donc beaucoup d'équipes internationales, hein, on a vu la République tchèque, etc., etc. On a vu ensuite arriver les régionaux, on va dire, de l'étape, c'est-à-dire les Américains, eux-mêmes divisés par région, donc notamment Texas, notamment California. Euh, et pourquoi je voulais revenir là-dessus? Parce que non seulement on a vu du baseball de haut vol, vraiment du baseball assez incroyable, comme souvent avec les Little League, on n'est pas déçu malgré le jeune âge, hein, de ces jeunes talents. On retrouve du baseball très très intéressant. On voit aussi les disparités, puisqu'il y a des gens qui grandissent plus tôt que d'autres, etc., etc. Et on le sent en termes de puissance. Va y avoir des équipes qui vont être beaucoup plus sur du small ball et elles n'ont pas le choix, hein, forcément, avec les morphotypes, avec etc., etc., l'âge de leurs participants, alors que d'autres sont déjà géants, et notamment, j'ai envie de parler de... euh, comment s'appelle-t-il déjà? J'ai déjà oublié son nom, c'est assez incroyable. C'est Lap, comment il s'appelle? Et là, pour gagner du temps, hein, je rouvre ma page internet, parce que j'ai oublié, je pense que c'est Lap, hein, je pense que c'était quelque chose comme Luc Lap, ou un truc comme ça. Louis Lap, voilà. Vous voyez, j'ai gagné du temps, donc Louis Lap. Euh,
Il a eu en fait un tournoi assez exceptionnel déjà en termes de World Series. Il a notamment frappé plusieurs home runs. Et attention, son dernier home run, c'est un walk-off. C'est ce qui permet à California tout simplement de remporter le titre. C'est c'est assez, voilà, c'est assez choquant, assez incroyable ce qui s'est passé. Curaçao s'est très très bien battu. Ils ont été menés pendant la plupart du match. Ils sont revenus. Et donc, dans la sixième manche, puisque ça se joue en six manches minimum, bah, tout simplement, Louis Lab va donc frapper ce home run qui va permettre à California de passer Curaçao et donc de remporter euh, bah, tout simplement leur huitième World Series euh, en termes de voilà depuis le début de cette compétition qui a commencé, je pense c'est en 1947 en tout cas pour l'aspect titre final avec le championnat. Et voilà, donc je voulais vraiment parler rapidement de ça puisque c'était l'événement de ce mois d'août, comme chaque année. On a eu le softball tout d'abord que cette année j'ai pas trop pu suivre, c'est pourquoi j'en parle pas vraiment. J'avais vu un peu les World Series pour le coup, mais j'ai pas trop pu suivre. Mais par contre, voilà, la période principale, j'ai pas non plus trop pu suivre les seniors, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories. La catégorie reine, ça je l'ai suivi, mais bon, les seniors, que ce soit en softball ou en baseball, j'ai pas trop suivi comme le softball. Dans la catégorie reine, j'ai pas trop pu suivre. Mais pour le coup, le baseball était vraiment impressionnant. C'était pas le seul événement qui s'est passé en août, bien sûr, il y avait enfin, on va dire à cheval, sur juillet-août, on a eu la fameuse Cape Cod Summer League. C'est donc une Summer League qu'on retrouve chaque année et où on retrouve pas mal de joueurs de baseball universitaire ou même un peu plus jeunes qui s'y retrouvent pour s'affronter, pour se faire un peu, voilà, rester dans le rythme et puis aussi se montrer. Des joueurs qui, par exemple, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais qui n'ont pas pu, en tant que freshman, par exemple, dans telle ou telle fac, n'ont pas pu vraiment démontrer leur talent, parce que, voilà, souvent les effectifs sont assez pléthoriques. Donc on va faire confiance aux gens qui ont un peu plus de bouteilles quand il ne s'agit pas de gros 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 talents en termes de freshmen. Mais donc voilà, pas mal de freshmen qui vont à la Cape Cod pour montrer à leur coach que voilà, en tant que sophomore, ils vont pouvoir montrer plus de choses et ils vont pouvoir grappiller du temps de jeu. En tout cas, montrer qu'ils sont là et qu'ils sont présents pour pouvoir postuler à des positions plus intéressantes. Il y a eu ça, il y a eu donc le Cochien, Little League. Tout ça pour dire que voilà, malgré le fait que le collège baseball se soit arrêté depuis maintenant plus d'un mois, quasiment 2 mois au final, bah, le baseball ne s'arrête pas, notamment chez les jeunes. Bien sûr, en MLB, ça continue. On voit pas mal de choses assez intéressantes et des choses beaucoup moins intéressantes. Je pense notamment aux Angels qui ont décidé de faire tapis, de continuer avec Shohei Ohtani, etc., etc. Bon, voilà. Et de se renforcer, bah, depuis, c'est la dégringolade, tout simplement. On a vu aussi que Shohei Ohtani ne peut plus lancer avec sa blessure. Il peut plus lancer jusqu'à la fin de la saison minimum. Donc voilà. Pour les Angels, c'est compliqué. On a vu d'autres équipes. Et moi, par exemple, je ne les voyais pas revenir de si tôt, puisque notamment ils avaient trade leur closer, je pense aux Mariners. Les Mariners qui, au moment où j'enregistre, alors au moment où j'enregistre, peut-être c'est plus le cas, mais en tout cas juste avant que j'enregistre, un jour ou deux avant que j'enregistre, était devenu le leader de la L West. Pour dire à quel point ça peut aller vite, alors que les Rangers qui du coup commençaient leur série face aux Mets et les Astros se faisaient déposséder de ce strapontin. Et aussi tard dans l'année, je pense que ça faisait longtemps pour les Mariners. Je vais pas vous dire de grosses bêtises et j'ai pas envie de couper le rythme du podcast en allant à chaque fois essayer de grappiller quelques informations sur internet. Donc voilà, c'était juste une sorte de récapitulatif, notamment repasser un peu sur les Little League qui se sont terminés. Donc on va passer maintenant sur le collège baseball, mais avant ça, petite transition bien sûr musicale. Dans cette off-season qui, quelque part, dure longtemps pour le spectateur, on se demande qu'est-ce qu'il y a à dire concernant le collège baseball. Il est vrai que là, on est dans une période beaucoup plus, entre guillemets, calme, dans le sens où, comme je l'ai dit, les joueurs vont se parfaire, vont jouer dans des ligues d'été, etc., etc. En termes de fac, on se prépare déjà, la saison est déjà en train de se préparer, puisqu'il faut le savoir, dès l'automne, il va y avoir les matchs, les fameux matchs d'automne qui vont préparer la saison, pouvoir observer des joueurs, pouvoir constituer son groupe, puisque des fois on a peut-être une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine de joueurs en fonction des programmes dans lesquels ils sont. Et parmi ces 50
ou 40 ou trentaine de joueurs, il faut en sélectionner en général entre 25 et 30 qui vont faire grosso modo le groupe, le noyau de ce groupe sur la saison. Il y a forcément quelque chose dont on va parler et qu'on va continuer de parler tant que les derniers gros transferts ne se font pas, c'est comme je viens de le dire, bien sûr, les transferts. Je vous avais parlé de Chase Burns, l'une des grosses stars, notamment en prévision de la QV 2024 pour la draft, et qui a transféré il y a maintenant un peu plus d'un mois. On en a déjà parlé donc le concernant, mais là on va parler d'un autre joueur. Alors je vous avais déjà parlé, enfin je vous avais déjà expliqué que l'autre grosse star dont on parlait en termes de transfert, c'est Braden Montgomery qui avait mis donc son nom, qui s'est inscrit sur le portail des transferts avant la fin de la période idoine. Eh bien, il a trouvé preneur. Il part du côté de la SEC puisqu'il va jouer en fait du côté de Texas A&M. On va décortiquer un peu tout ça et voir comment va fonctionner ou comment peut fonctionner ce fit. Alors tout d'abord, on peut se dire qu'il y a une certaine surprise de voir un tel joueur dans une équipe qui fonctionne bien, dans une fac baseball qui fonctionne très bien, décider d'inscrire son nom sur le portail des transferts. On l'a vu sur ses 2 premières saisons avec Stanford. Braden Montgomery a été très bon, notamment en outfield, aussi sur le plan offensif. Il est capable aussi d'apporter en pitching, beaucoup plus à la relève. Ça ne sera pas un starter, en tout cas, c'est pas tel qu'il a été développé du côté de Stanford. Mais on l'a vu de plus en plus se focaliser sur l'aspect frappeur, sur l'aspect joueur de champ, plutôt que sur l'aspect lanceur à Stanford. Est-ce que ça peut être une des clés des explications de son départ? Peut-être. Une autre chose à noter, on le sait, il est plutôt, il est plutôt intransigeant en termes d'image, et comme beaucoup de jeunes joueurs à la fac, surtout depuis que l'on sait que l'image est importante, non seulement personnellement pour des questions financières, mais également au niveau bien sûr de pouvoir se montrer à la draft. Peut-être que pouvoir s'exposer en SEC face à une Pac-12 qui, quelque part, envoie un signal très mauvais, malgré le fait que Stanford soit, encore une fois, une grosse équipe, peut-être que ça peut être une autre explication à voir. Enfin, pour revenir sur Stanford, et ce qui est assez marrant en termes d'anecdotes, c'est que Stanford, qui donc a fait 3 World Series de suite, 2021, 2022 et 2023, vient d'aller en World Series en éliminant notamment Texas A&M. Le clin d'œil est assez sympa, mais on sait aussi qu'il y a quelque part des signaux, ou comment on peut dire ça, des sortes de... Oui, on pourrait dire des signaux tout simplement, positifs du côté d'A&M, alors que du côté de Stanford, les signaux sont mi-figue mi-raisin, on va dire. Académiquement, être à Stanford, bien sûr, c'est un secret pour personne, c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose à mettre sur son CV, c'est quelque chose d'assez incroyable en soi. Au niveau sportif, au niveau baseball, normalement c'est quelque chose de très intéressant. Mais on le sait, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, on connaît qu'avec le réalignement, la Pac-12 est en train de se déliter, va peut-être même disparaître. Stanford, de mémoire, est en pourparlers, notamment avec la ACC, ce qui encore une fois ne fait pas du tout sens en termes régional, mais bon bref, passons, c'est pas le sujet. Alors que Texas A&M, ils sont dans la plus grosse conférence du pays, celle qui amène le plus d'argent, celle qui amène le plus d'exposition, celle qui aussi va permettre quelque part à Braden Montgomery de pouvoir progresser avec tous ces facteurs que l'on prend en compte. Et quand on voit aussi la direction que prend Texas A&M, depuis notamment la nomination de Jim Schlossnagle du côté de Texas A&M, je vais faire une petite transition, on va parler rapidement de Schlossnagle, on va rappeler très rapidement c'est qui. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une carrière assez modeste en tant que joueur, il a été connu à la fac, je pense que c'était à Elon de mémoire, dans les années 80-90, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. On le connaît en tant que coach. Il a d'abord été dans la Mountain West, faut que je me rappelle, je pense que c'était UNLV, mais par contre, moi là où je l'ai connu, et là où il est connu et reconnu, c'est sur son long passage du côté de TCU. TCU sous Schlossnagle, ça a été plusieurs College World Series, notamment dans la décennie 2010. Lui-même a été élu 3 fois coach de l'année du côté de TCU, et c'est vraiment une marque de fabrique. C'est quelque part qu'on a Schlossnagle, on est en train de montrer de fortes ambitions. Il arrive en 2021 dans une équipe qui venait de faire un peu n'importe quoi, la saison donc 2021, et 2022 commence
de manière assez compliquée, mais il met en place des choses, il y a des transferts, il y a une philosophie qui se met en place avec, comme je le disais à l'époque, un jeu plutôt basé sur l'offense, parce que les lanceurs c'était assez compliqué, jusqu'à une certaine bascule. Et lors de cette bascule en 2022, ils vont tout simplement devenir irrésistibles, invincibles, ils vont briguer le titre de SEC West, en tout cas en régulière de mémoire. Oui, bien sûr, c'est d'être en régulière, parce que le tournoi c'est toute la SEC, excusez-moi. Bref. Et en plus de ça, ils vont aller jusqu'au College World Series, la même année, alors qu'on les attendait pas du tout. Au College World Series, ils vont faire partie des 4 dernières équipes, d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc des signaux fort positifs. Cette année aussi, on les voit de nouveau du côté du tournoi, donc voilà, justement, avec cette élimination face à Stanford notamment. Mais surtout, on sent que ça va dans la bonne direction. Il y a des choses mises en place par Schlossnagel et son core staff, on va dire, son staff au plus proche de lui. Et surtout, c'est que on se dit que derrière LSU qui s'est bien renouvelé, il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire côté SEC. Alors bien sûr, Vanderbilt restera toujours compétitif. J'allais dire Alabama. Alabama, on va en parler un peu après, mais Arkansas sera toujours compétitif. On peut espérer un rebond du côté d'Ole Miss. On peut pourquoi pas espérer, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais un rebond du côté de Mississippi State après 2 saisons très compliquées. Mais en soi, Texas A&M a un vrai coup à jouer. Je pense qu'il y a pas mal d'outsiders en SEC et c'est toujours assez compliqué de les filtrer. Par exemple, cette année, au début de la saison, je me rappelle que South Carolina n'était pas vu à Paris Fête. Et pourtant, on les a vus faire une très très grosse saison. Kentucky non plus. Et on les a vus faire une très très grosse saison. Donc, c'est jamais garanti, mais en tout cas, en termes de potentiel, de potentiel de roster, avec cette addition justement de Braden Montgomery notamment, et du savoir-faire de Schlossnagel, vraiment, il y a un coup à jouer pour Texas A&M. Pour moi, par exemple, je les vois au-dessus d'équipes justement comme Alabama. Je voulais parler d'Alabama puisque je vous en avais parlé. Le coach de Maryland, Vaughn, qui a fait de l'excellent travail, on le sous-estime vraiment, mais de l'excellent travail du côté de Maryland. Maryland, c'est pas une terre pure de baseball. Ils ont eu des périodes, on va dire, mais c'est pas une terre de grand baseball. Mais ces 3 dernières années avec Rob Vaughn, ça a été assez exceptionnel. Ça a été une des grosses cylindrées nationales carrément. Malgré tout, Alabama, en termes de potentiel de roster, moi je les vois à l'heure actuelle, puisque j'ai pas encore les mises à jour vis-à-vis de tous les transferts, et également des classes de freshmen, et puis on va voir à l'automne qui va, on va dire, faire le cut, qui va montrer des choses dans chaque équipe de façon à pouvoir consolider leur groupe. Mais à l'heure actuelle, Texas A&M pour moi est supérieur à des équipes comme justement Alabama. Donc, le voir partir du côté donc de la SEC et se rapprocher aussi de son Mississippi natal, en tout cas il est beaucoup moins loin qu'en étant du côté de la côte pacifique, ça peut faire sens de le voir là-bas, et encore une fois, comme j'ai dit, SEC, rien que les sirènes SEC en termes de stratégie à un an de la draft pour lui, il sera éligible donc l'année prochaine, ça fait totalement sens. Maintenant, au niveau du jeu, où est-ce qu'on va le placer? Est-ce que ça va être encore un two-way player assumé, et peut-être encore plus assumé à Texas A&M qu'il l'était à Stanford? Est-ce qu'on va plutôt continuer à l'utiliser sur sa partie joueur de champ? En outfield, c'est quand même un bon joueur, je veux dire, c'est pas forcément le plus solide défensivement, mais il a des belles facultés quand même, attention, des très belles facultés, et en offense, il y a rien à dire, c'est vraiment un très fort joueur offensif, c'est pas pour rien que c'est une des stars dont on parle, notamment pour la relève de la saison prochaine. Ça va être un des fers de lance de la NCAA Baseball, très clairement, si, et bien sûr, en termes de performance, il fait ce qu'il a déjà montré, démontré à Stanford. Donc, à voir, en tout cas, qu'est-ce que va faire Schlossnagel avec ce joueur, à voir également quelles sont les envies quelque part de ce joueur, puisque, à mon avis, c'est pas innocent, encore une fois, à un an de la draft. Est-ce qu'il y a des choses qu'il veut montrer pour pouvoir aussi augmenter ses chances d'être drafté assez haut? Est-ce qu'il y a des choses notamment en termes de pitching? Quid, donc de savoir un peu ce que veut ce joueur. Mais voilà, je voulais revenir sur lui parce que c'était l'autre star qui était placé sur le portail des transferts. On avait donc parlé encore une fois de Chase Burns, qui va lui du côté de la ACC, Wake Forest. Et donc Braden Montgomery, lui, se retrouve du côté de Texas A&M. J'ai envie de rester un peu dans cette mouvance, que ce soit en termes de transfert ou en termes de coach. Et on va parler rapidement peut-être d'une fac qui vient d'être championne, LSU, de voir un peu où ils en sont. Et ensuite, on va rapidement regarder un peu en termes de mouvement de coach
Voilà, faire une sorte de petit bilan pour voir quels sont les coachs ou quels sont les mouvements de coach qui paraissent intéressants pour telle ou telle équipe. On va faire ça, mais juste avant, on va faire une nouvelle transition musicale. Alors, chose promise, chose due, parlons d'abord du champion, sortant pour le coup maintenant, LSU. Alors, on peut se dire que, voilà, avec, je pense, une bonne dizaine de joueurs sélectionnés lors de la précédente draft, en fonction bien sûr des joueurs qui vont donc, ou qui ont donc directement validé via des signatures leur draft, ou qui ont décidé de revenir ou de repartir pour un tour à la fac, dans tous les cas, LSU semble affaibli. On peut penser bien sûr Paul Skeens, on peut penser Dylan Cruz, on peut penser à beaucoup d'autres joueurs qui étaient très impactants et qui vont manquer normalement à l'équipe de Jay Johnson. Mais bon, LSU c'est ce mastodonte surtout en ce moment avec l'assurance d'avoir un coach tel que Jay Johnson qui donne envie à pas mal de joueurs soit de transférer, soit des freshmen de pouvoir d'intégrer en fait le système LSU. Tel que beaucoup de gens commencent à se poser la question, est-ce qu'on va pas retrouver le LSU dominant des années 90 qui, je vous le rappelle, avait quand même remporté dans ce span entre 4 et 5 titres de mémoire. Ça doit être 5 titres pour être honnête, puisque je pense qu'ils en avaient 6, mais le 6ème c'était 2009. Donc je pense que les 5 premiers titres, ou en tout cas au moins 4 des 5 premiers titres ont été remportés dans la décennie 90. Et là on a l'impression de retrouver ce type de mastodonte, et là beaucoup via des corrections d'effectifs, via notamment la période des transferts, et moi c'est là-dessus que je vais m'arrêter quelques minutes, ou en tout cas pas très longtemps, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, il faut le savoir, pendant la période des transferts, il y a des joueurs qui sont, on va dire, moins majeurs ou qui n'ont pas réussi à percer, qui demandent leur transfert afin de parfaire leur formation, on va dire, de Padawan. Ou en tout cas, pouvoir avoir plus de temps de jeu, pouvoir montrer en fait ce dont ils sont capables dans peut-être des facs moins chargés en talent, qui vont leur permettre de mieux s'exprimer. LSU s'est donc délesté de pas mal de ce type de joueurs, tout en sachant que la relève est assurée notamment via la classe de freshmen, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu les transferts. Et LSU, en termes de transferts, ils ne blaguent pas beaucoup. Ils vont non seulement chercher des joueurs, soit avec un fort plafond, un fort potentiel, qui ne sont pas encore juniors, on va en reparler dans quelques secondes, soit avec des joueurs au contraire qui sont expérimentés, voire très expérimentés, qui ont eu par exemple une année, une fameuse breakout year par exemple la saison dernière, ou qui ont eu une progression constante et qui peuvent apporter un surplus d'expérience parce qu'ils connaissent très bien le college baseball, voire ils connaissent très bien la SEC. Et c'est là où je veux en venir, c'est que parmi les transferts dont j'ai envie de parler, il y a quelques transferts qui m'interpellent quelque part, puisque ce sont des transferts intra-conférence. Je peux penser par exemple à Michael Braswell. Michael Braswell, lui, il était du côté de South Carolina. Avec South Carolina, il a fait une bonne saison. C'est pas non plus le joueur le plus incroyable en termes d'offense. Par contre, en termes de defense, c'est un très bon joueur. C'est un shortstop. Et il faut le savoir aussi, c'est qu'il est capable de lancer. Alors, il est capable de lancer. Attention, il n'a pas lancé, si je me rappelle bien, l'année dernière. L'année dernière, c'était principalement sur le terrain, en tant que joueur de champ, alors qu'il a déjà fait de la relève, sa saison 2022. Sa saison que l'on appellera, on va dire, freshman, si je me rappelle bien. Est-ce que c'était Est-ce que c'est parce qu'il a été... Alors oui, je m'embrouille un peu, mais pourquoi? Parce que c'est un 2002. Donc potentiellement, ça devrait être un junior. Mais je sais que c'est un sophomore qui va être junior justement en 2024. Et pourquoi? Ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être c'est un redshirt. Ça veut dire qu'il n'a pas joué la première année, soit redshirt vis-à-vis d'une blessure, soit un redshirt vis-à-vis d'un transfert. Peut-être également que tout simplement c'est quelqu'un qui est arrivé à la fac, par exemple, c'est quelqu'un qui a commencé l'école un peu plus tard. Vous savez, des fois il y a des gens qui sont nés de tout début d'année, par exemple, et qui vont être sur la génération précédente, notamment ça se fait pas mal aux États-Unis. Comme j'ai pas sa date de naissance devant les yeux ou sous les yeux, je peux pas vous dire si ça peut être ce genre de scénario, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur de complément très intéressant. Au niveau offense, à moins qu'il ait une breakout year l'année prochaine, ça sera pas le joueur le plus explosif, c'est pas le joueur qui va apporter le plus de points, notamment en termes de puissance, c'est pas trop ça. L'année dernière, je pense que c'est un seul home run.
L'année d'avant, c'était 2 home runs. Mais c'est pas pour ça, à amener que LSU l'a récupéré. LSU l'a récupéré très principalement, selon moi, pour la position en termes de fielding, en termes de defense. Et donc, il vient de South Carolina, donc un concurrent SEC. Un autre joueur intéressant, c'est Cade Woods. Cade Woods, pour le coup, lui, je connais un peu mieux son histoire, puisque lui, il était du côté d'Alabama. Et pareil, c'est un 2002, mais lui, par contre, je sais que c'était un redshirt. Ça doit être redshirt sa première année, parce que lui, c'était un blessé. Il était blessé. Donc, en étant blessé, voilà, il a loupé une année. Lui, c'est plutôt en termes de lancer qu'on va l'attendre. C'est pas forcément le plus incroyable des lanceurs, mais surtout il a quand même une belle marge de progression, parce que comme j'ai dit, Richard Freshman, donc maintenant il va être sophomore l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, ouais. Ça va être un sophomore l'année prochaine. Et voilà, c'est quand même un joueur qui a réussi à se remettre un peu dans le bain, à voir si maintenant qu'il est débarrassé de ses pépins physiques, il arrive à se montrer. En tout cas, de l'année dernière, il finit avec un IRA de 5.52. Donc c'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais je pense que l'essentiel est ailleurs, parce que c'était un joueur avec un très fort potentiel à sa sortie de lycée, et qui est arrivé à la fac, malheureusement blessé. L'année dernière, c'était vraiment une saison d'acclimatation, et en plus à la relève. Donc la relève, ça peut être dans les deux sens. Soit vous avez un IRA incroyablement bas, puisque vous avez fait des très belles performances sur des innings ou des outings qui sont assez courts. Soit au contraire, sur ces outings assez courts, vous avez quelques petits problèmes de temps en temps, et ça vous relève votre IRA de manière spectaculaire, puisque vous avez moins de manches pour pouvoir un peu niveler le tout. Donc Cade Woods, je voulais en parler rapidement. Un autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est Mac Bingham. Lui, attention, c'est un fort profil. C'est un profil qui a montré une progression linéaire, qui a toujours été un très très bon frappeur, en tout cas assez régulier frappeur, et qui joue dans la outfield. Et il faut le savoir, lui, c'est un senior, et je pense que c'est un senior plus 1. En fait, vous vous rappelez, avec le Covid, l'année 2020 a été compliquée, donc pas mal de compétitions annulées, notamment celle de baseball, et on leur a donné une extra year d'éligibilité. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être ce genre de choses dont va profiter en fait Mac Bingham. Mac Bingham, c'est un très fort profil, si je me rappelle bien, au lycée, il avait même été drafté en 2020, non, en 2019. Il a été drafté en 2019 depuis son lycée, mais il avait choisi, bon, il avait été drafté assez loin, je pense que c'était le dernier ou avant-dernier tour, et en 2019, à l'époque, il y avait encore 40 tours, c'est pour vous dire. Mais quand on se fait drafter parmi des millions et des millions de joueurs, c'est forcément qu'il y a un bout de talent quelque part et qu'on veut pouvoir profiter de ce talent-là. Du côté d'Arizona, comme je l'ai dit, il a eu des très belles saisons. Honnêtement, il a eu des très belles saisons. Je pense que la saison sur laquelle il faut s'arrêter, c'est justement la saison dernière. La saison dernière, il finit avec un OPS notamment de 1.006. Il a donc 10 home runs, 51 RBI. Donc en termes de toto, ça produit. C'est le genre de joueur très intéressant. Il faudrait qu'il fasse bien sûr attention à son ratio de strikeout par rapport au walk provoqué. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se fait éliminer sur prise assez régulièrement, beaucoup plus qu'il arrive à perturber les lanceurs et provoquer des buts sur balle. Donc son approche de la batte, tout ce qui est contact, tout ce qui est vision de la zone et tout ça, va falloir qu'il le travaille pour survivre en SEC, lui qui vient de la Pac-12. Mais en tout cas, en termes de puissance, en termes de production pure, c'est un très très beau renfort, et surtout en termes d'expérience. Mais le dernier dont je voulais parler, pour donner l'exemple en fait de comment se reconstruit LSU, c'est Luke Holman. Luke Holman, il va devenir junior cette année, donc normalement il sera éligible pour la draft 2024. Luke Holman, c'est un joueur d'Alabama, comme Cade Woods, donc encore une fois un transfert intra-conférence, qui quelque part fragilise ou diminue la force de l'une des équipes au profit de LSU directement. C'est vraiment doublement gagnant pour LSU, surtout s'il confirme. C'est un joueur qui, pareil, a été vu comme un très gros prospect à sa sortie de lycée. Lui, il avait été drafté, je pense pareil au dernier tour de la draft 2021 de mémoire. Oui, c'est ça, 2021. J'ai ma petite page internet, au cas où. Oui, des fois je suis préparé. Et du coup, il avait lui aussi, voilà, comme c'était un dernier tour, il avait préféré continuer vers son commitment du côté donc d'Alabama, de Tuscaloosa. Et l'année freshman, ça a été une année vraiment clairement d'acclimatation, prendre la température. Il n'a pas non plus beaucoup joué, et il sortait, c'était plutôt un releveur pour le coup.
Et on va pas s'arrêter sur cette année 2022, donc son année freshman, mais on va parler plutôt de son année sophomore, puisque là, du coup, Luke Coleman a été starter. Ça s'est beaucoup mieux passé. Oui, ça a été vraiment beaucoup mieux, avec un IRA notamment de 3,67. C'est un profil qui est très intéressant, puisqu'il est sur une courbe ascendante. C'est un lanceur qui va pouvoir, avec sa bonne taille, pouvoir lancer des balles rapides du haut vers le bas par exemple, ce qui peut être très difficile à contrer pour les batteurs adverses. C'est surtout un joueur qui maintenant connaît bien la SEC, pour avoir été starter dans une équipe qui s'est bien battue, qui a réussi à atteindre le tournoi national. Lui qui s'est battu contre les meilleurs frappeurs déjà de la nation et qui s'en est bien sorti. Bon, bah voilà. Luke Coleman, c'est en fait quelque part le marqueur, on va dire, de ce que peut faire LSU maintenant et leur pouvoir d'attraction, en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais revenir très rapidement sur le champion. Peut-être que je ferai d'autres petits retours là-dessus, de ce type-là, sur d'autres équipes. On verra, ou peut-être que j'attendrai plutôt vers octobre, quand on va aussi avoir les fameux rapports d'automne avec les effectifs qui se construisent, les tests, etc., etc. Et je voulais finir ce podcast, qui sera donc un peu plus court que la plupart, peut-être un peu moins excitant, il n'y aura pas d'histoire cette fois-ci, mais on va parler un peu des coachs. Il y a eu quelques mouvements de coach, et je voulais y revenir 2 minutes, en expliquant sur tel et tel mouvement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et est-ce que l'équipe qui a récupéré tel ou tel coach est gagnante, en tout cas sur le papier. Forcément, pour les plus assidus d'entre vous, il n'y aura pas de surprise lorsque je vais énoncer le premier nom qui me vient en tête. Je viens d'en parler même il y a quelques minutes, un peu plus tôt, ou en tout cas de l'énoncer rapidement, c'est Rob Vaughn. Rob Vaughn, encore une fois, c'est un no-brainer. Alabama, sur le papier, a récupéré un très bon coach. Il a fait toutes ses armes en termes d'assistant du côté de la Big 12 tout d'abord, puis ensuite de la Big 10, puisqu'il a commencé en assistant à Kansas State qui est également son alma mater. C'est tout simplement sa fac où lui-même a joué. C'était un receveur du côté de Kansas State. Et donc, ce qui est marrant, c'est que moi je le suis d'une certaine manière, puisqu'on a le même âge. Déjà, ça fait bizarre de se dire ça, mais on a le même âge. Et lui, c'est déjà un très gros coach. Moi, je vous raconte son histoire, du coup. Mais bref, passons la petite, la petite mention. Faut savoir que il a commencé en tant que head coach à Maryland en 2018. À ce moment-là, le programme est, on va dire, un peu dans les cordes. C'est pas si catastrophique que ça, mais ils sont un peu dans les cordes. Il va mettre en place pas mal de choses du côté de Maryland, avec notamment beaucoup de scouting dans différentes régions. Il ne va pas se focaliser sur le Maryland, mais il ne va pas hésiter à faire du scouting dans le Maryland, en Pennsylvanie, dans le New Jersey, ces États qui ne sont pas des États vers lesquels les joueurs de baseball, comment je peux dire ça, c'est pas bien amené en français, mais je vais refaire la phrase. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs qu'on voit, les gros joueurs qu'on voit par exemple sortir de New York, de New Jersey, de Pennsylvanie, etc., en général, vous les voyez plutôt partir en ACC, en SEC, même si c'est pas des gros profils, mais ils vont plutôt essayer d'aller là-bas. Et si ce sont des gros profils dès le lycée, ils vont même tenter leur chance, pourquoi pas, via la draft. Donc le fait de rameuter, de rechanger un peu ses réseaux, de retravailler en fait ses connexions pour pouvoir faire du scouting un peu plus propre et pouvoir target, cibler en fait des profils spécifiques. Bon, ça a marché, comme des fois ça s'est un peu planté, comme on l'a vu l'année dernière, notamment avec un de ses releveurs. Ça ne s'est pas très bien passé, notamment lors du tournoi national, mais ça lui a permis de relancer une dynamique en termes de recrutement et en termes de formation de joueurs. Par exemple, je vous ai parlé beaucoup de Matt Shaw. Matt Shaw qui a été drafté assez haut, c'est du développement pur à la Rob Vaughn. Il a fait de Maryland une place incontournable à Big Ten, avec notamment les 2 dernières saisons de 2 titres. La saison 2022 surtout a marqué dans les annales, puisque il réussit un record de 44 victoires pour 10 défaites seulement. C'est tout simplement le record en fait du programme, le record de Maryland dans son histoire. Il va donc 2 fois de suite au tournoi national. C'est vrai qu'au tournoi national, on va dire que les performances ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a montré en termes de saison régulière. Les plus mauvaises langues diront que c'est puisqu'il jouait en Big Ten, et la Big Ten pour certains c'est pas ça. Mais moi je l'avoue, c'est pas une powerhouse quand on parle de baseball. Mais malgré tout,
réussir à transformer la culture de Maryland à tel point qu'ils deviennent le mastodonte en fait de la Big Ten. Il n'y a pas que des bras cassés en Big Ten, hein. Il y a des équipes historiquement fortes, il y a des équipes qui ont des programmes quand même assez solides, même si ça se reflète un peu moins en termes de performance. Il y a aussi des effectifs qui se renouvellent, hein. Je pense notamment à Indiana l'année dernière, je pense à Iowa qui arrive chaque année à nous pondre des pitchers assez intéressants, assez solides. Donc Rob Vaughn, partir récupérer des outils comme il va avoir en termes simplement de compensation, hein, on va dire d'argent tout simplement, en termes de moyens, d'infrastructure et tout ça en SEC du côté d'Alabama, bah, si on lui laisse un peu de temps pour s'acclimater et pouvoir travailler un peu, reconfigurer ses réseaux, etc., pour pouvoir convaincre aussi des jeunes joueurs de petit à petit renforcer Alabama, attention, puisque Alabama pourrait devenir une place forte du baseball, elle qui est déjà une place forte, bien sûr, du football. Donc c'était le premier coach dont je voulais parler, c'est pas le seul dont on va parler. Euh, il y a eu beaucoup de mouvements encore une fois. Moi je vais rester euh, sur des coachs qui sont assez connus et dont les mouvements ont soit surpris dans le bon sens, soit un peu plus choqué. Bah, j'ai envie de vous parler tout simplement de Mike Gambino. Je pense que j'en avais déjà fait une mention dans l'un des podcasts, c'est pas sûr à 100%, hein. Je vous permets d'aller vérifier si vous êtes courageux. Et Mike Gambino, c'est donc maintenant l'ancien head coach de Boston College. Tout n'a pas été rose à Boston College, mais ils sortent d'une très très belle saison de leur côté. Il faut savoir que la saison d'avant c'était catastrophique, mais il y avait eu beaucoup 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 de blessures. Et là en fait il a quitté Boston College pour aller du côté de Penn State. Euh, Penn State sur la sur le papier, enfin, on va dire que c'est assez étonnant. Penn State, tout simplement, ça sort de saison vraiment quelconque, voire catastrophique en Big Ten. Mais de ce que j'avais lu, leur directeur athlétique, hein, Pat Kraft, j'avais lu ça sur Dare Baseball. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous abonner, etc. Je ne travaille pas pour eux, mais c'est vraiment très intéressant, hein. C'est une petite pub pour eux du coup. Mais voilà, Pat Kraft, lui, veut relancer Penn State en tant que programme dominant au niveau du baseball. Et quoi de mieux que déjà travailler sur un coach qui peut amener une équipe à devenir dominante, tel que Mike Gambino. Bon bah, il a réussi à le faire. Ça va être le genre de coach qui va amener encore une fois de très belles idées. Encore une fois, c'est un peu comme à la Rob Vaughn, travailler sur l'offense notamment. Ce sont des coachs en fait qui se ressemblent dans le sens où ils arrivent à créer de très belles choses en termes d'offense. En termes de pitching, c'est peut-être un peu plus euh, tangent, on va dire, ou un peu plus inconsistant. Mais Mike Gambino, c'est le genre de coach, voilà, même avec un groupe, on va dire, moyen, il peut en tirer quelque chose. Donc à Penn State, de lui amener un peu plus de choses, un peu plus de matériel, entre guillemets, relancer un peu ce programme, c'est pas facile non plus, puisque le baseball dans le Nord, encore une fois, réussir à attirer des gens là, alors qu'il y a des conférences dans le Sud beaucoup plus concurrentielles, ça va pas être simple, mais ça va être à suivre. Et le dernier coach dont je vais vous parler, c'est pour donner un exemple également des mouvements de coachs qui se sont fait un nom dans les mid-majors et qui maintenant récupèrent une chance de pouvoir coacher une powerhouse ou une fac présente dans une des powerhouses conférences. Je vais vous parler du remplaçant de Mike Gambino. Donc Mike Gambino quitte Boston College et là en fait on voit débarquer du côté de Boston College Todd Interdonato. Donc c'est un coach que moi je connais pas, voilà, je peux pas vous en parler autant que je pourrais parler d'un Rob Vaughn par exemple ou même d'un Gambino, mais je sais quand même qu'il est référencé, les sites spécialisés ou les D1 Baseball en parlent beaucoup, puisqu'il a réussi, ça n'a pas été facile, mais il a réussi dans le temps à faire de Wofford, au SoCon, une fac crainte, une fac victorieuse. Je peux rappeler par exemple que ces 3 dernières années, ils ont remporté la SoCon Wofford 2021 avec un bilan en conférence de 21 victoires pour 9 défaites seulement, un bilan global de 36 victoires, 21 défaites, et 2022 et 2023, on dépasse en bilan global les 40 victoires. Donc ça a pris son temps, ça a mis du temps, on a toujours dit même à la fin des années 2010, alors que les bilans étaient mitigés, une seconde place, une troisième place, une cinquième place, ça dépendait un peu. On a toujours dit que Wofford était bien coaché, qu'on arrivait à trouver des belles solutions, qu'il y avait des beaux joueurs, hein, de forts potentiels, de forts joueurs qui sont passés par cette fac de SoCon. Et maintenant le voir arriver en ACC avec ces mêmes principes de jeu,
et pouvoir développer un nouveau corps, on va dire, de joueurs du côté de Boston College. Ça doit être très excitant, hein. À la fois, je pense que les fans de Boston College doivent être assez déçus quand ils ont vu ce qui s'est passé d'exceptionnel la saison dernière. Même si sur la durée, ça n'a pas été si facile que ça, hein, de tenir, hein, pour Boston College, mais je rappelle que c'était une des darlings un peu de la saison. Et à la fois, ils peuvent être excités quand ils voient le pédigré du coach. Un coach qui a su refaçonner Wofford pour en faire une place forte, hein, des mid-majors. Et notamment ces 3 dernières saisons, encore une fois, où ça s'est très très bien passé. Donc voilà, c'était un dernier exemple pour vous donner un peu les mouvements des coachs et les bénéfices, et en tout cas les facs qui bénéficieront certainement de ces coachs, de ces mouvements de coach. Il y en a eu beaucoup, hein, donc je ne peux pas tous les énumérer, mais voilà, c'était encore une fois pour donner un aperçu, pour qu'on reste, on va dire, dans l'atmosphère, dans la zone globale du college baseball, que vous sachiez un peu plus, voilà, comment ça se passe. Par exemple, un peu comme par exemple, parlons du soccer 2 secondes, voilà, le soccer en ce moment, c'est la période de mercato. Bon, bah voilà, il y a quelque chose d'assez différent et à la fois assez similaire en college baseball, en sport universitaire en général, mais là, voilà. C'était une petite façon de vous introduire un peu ce genre de choses. J'espère que malgré le fait qu'il n'y ait pas, encore une fois, l'excitation de découvrir des choses de manière historique ou autre, ça vous a plu de rentrer un peu plus dans l'envers du décor, hein, de la NCAA Baseball. Et je ne vais pas vous retenir plus que ça, si ce n'est qu'encore une fois, si vous le souhaitez, il y a la troisième vidéo associée au Japon qui est sortie il y a quelques jours, notamment ciblée, hein, spécifique sur la compétition, hein, kochienne, la compétition lycéenne. Et on va y aller tranquillement, hein, sur tous ces bons mots. Je vous dis à très bientôt. Un petit voili-voilou de circonstances. Et allez, ciao!